Donc, je rappelle que le dernier cours qu'on avait fait, c'était sur les architectures pilotées par les événements. Donc, nous avons vu les concepts de base, notamment des standards GMS, surtout comment travailler avec Kafka. Et puis, donc, nous avons vu comment faire une activité pratique. En utilisant Spring Cloud Stream avec Kafka et Kafka Streams. Bon, c'est une activité pratique importante, donc je pense que c'est une partie sur laquelle il faut travailler. Maintenant, on va essayer de revenir sur les architectures logicielles et on va parler toujours des architectures pilotées par les événements. Et particulièrement, on va aborder, et il y a deux patterns d'architecture qui sont très fréquents, on va dire, c'est très intéressant dans les architectures des applications, donc à savoir Event Sourcing et CQRS. Donc on va essayer de voir ce que c'est. Et nous allons voir à travers une activité pratique comment développer une application basée sur Spring Cloud et Axon Framework et Axon Server pour notamment une architecture, un exemple d'application qui est complètement piloté par les événements. Donc justement, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc c'est une architecture qui est très intéressante, souvent qui va permettre, on va dire, de relever ou bien d'élever votre niveau on va dire, de compétences en termes d'architecture logicielle. Mais en même temps, on aura l'occasion de critiquer les différentes solutions et en même temps partir sur un exemple d'architecture que vous pouvez adopter pour des projets, notamment pour les grands projets d'entreprise. Pour des grands projets, souvent, vous aurez à travailler ce genre d'architecture. Alors, avant de vous expliquer c'est quoi les patterns CQRS et Event Sourcing, je vais d'abord m'arrêter sur, en fait, je reviens un petit peu en arrière sur les challenges d'une architecture microservice. Donc, si vous vous rappelez bien, nous avons déjà eu l'occasion de parler des architectures monolithiques. Donc, je vous rappelle que dans les architectures logicielles, nous avons l'occasion d'étudier l'architecture monolithique. Donc, c'est une architecture sur laquelle nous avons travaillé l'année dernière. Et nous avons vu comment développer des applications monolithiques, comme d'ailleurs, en fait, la majorité des développeurs, d'une manière générale, ils vont d'abord se focaliser sur cette solution, c'est-à-dire comment développer une architecture monolithique, parce que c'est l'architecture, on va dire, standard, la plus ancienne, et en même temps, c'est la plus simple à mettre en œuvre. Mais par contre, nous avons vu que ces architectures présentent un ensemble d'inconvénients. Donc, je rappelle d'abord que l'architecture monolithique, c'est quoi? C'est le fait de développer une application en un seul bloc. Et c'est-à-dire, dans la même application, vous avez tout simplement, vous allez implémenter tous les modules, toutes les fonctionnalités de l'application. Alors, par exemple, pour une application de e-commerce qui contient 3 modules, un module qui permet de gérer les clients, un module qui permet de gérer les produits, et un module qui permet de gérer donc les commandes. Donc tout ça, c'est des sous-domaines, mais tous ces sous-domaines vont faire partie de la même application. C'est-à-dire au sein de la même application, vous allez avoir un module pour gérer les clients, un module pour gérer les commandes, un module pour gérer les produits. Et généralement, c'est une architecture avec une seule base de données, single database, c'est plus simple. C'est-à-dire toutes les tables, c'est-à-dire toutes les données de l'application sont stockées dans la même base de données. Et c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que quand on a toutes les données dans une seule base de données, on va dire c'est la source de vérité d'un système d'information, c'est la base de données. Il dit que donc si on veut faire du data analytics, si on veut faire tout ce qu'on veut, généralement on revient toujours à la base de données. Il dit que donc la base de données constitue un élément qui est hyper important pour cette architecture. Et donc, souvent avec un front-end, bien sûr. Alors le front-end, donc nous avons étudié, donc il y a deux styles d'architecture. Il y a parfois du front-end avec un moteur de template avec un rendu côté serveur, ou bien un moteur de template avec un rendu côté client, en utilisant des frameworks comme par exemple React ou Angular.
Donc, ce genre d'architecture, on l'a déjà étudié, donc on sait ce que c'est. Et tous les développeurs, d'une manière générale, commencent par ça. Et même dans les projets, parfois, souvent, on commence toujours à penser à développer une application monolithique. Donc, quand on a de l'expérience, quand on a un projet en production, quand on a des projets en production avec plus d'expérience, donc nous avons vu qu'il y a des limites, il y a des contraintes qui sont posées pour ces architectures monolithiques. Bon, je rappelle quelques contraintes. Notamment, d'abord, on est obligé d'utiliser une même technologie pour développer ces applications. C'est-à-dire tous les modules d'application vont être développés avec la même technologie. Donc, et le fait de mettre toutes les équipes dans la même application monolithique avec la même technologie, ça complique le développement. C'est des applications qui sont difficiles à développer, parce que c'est des grandes applications, il y a beaucoup de fonctionnalités. C'est difficile à tester, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités à tester. C'est difficile à maintenir. À chaque fois qu'il y a une modification, il faudrait faire les tests de régression, il faudrait regarder toutes les fonctionnalités. Et surtout, en termes de performance, quand vous avez une application qui demande un niveau de scalabilité qui est important, les applications monolithiques sont défaillantes. C'est-à-dire, c'est des grandes applications, ils ne sont pas facilement scalables. Et du coup, donc, quand on a un problème de montée en charge, souvent, les applications monolithiques vont s'arrêter là-dessus. Donc, pour chercher d'autres styles d'architecture, comme par exemple les architectures microservices. Donc, forcément, les architectures microservices, c'est la solution, on va dire, qui va donner une réponse à toutes c'est-à-dire ces contraintes, ces problèmes qui sont posés dans les architectures monolithiques. Je rappelle que dans l'architecture monolithique, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'éclater l'application. Donc, au lieu de développer une seule application dans laquelle on va centraliser tout le besoin fonctionnel, donc on va essayer de l'éclater en plusieurs petites applications. C'est ce qu'on appelle des microservices. Par exemple, il y a un microservice pour gérer les clients, qu'on va appeler Customer Service, un microservice pour gérer les produits, un microservice pour gérer les commandes. Idéalement, chaque microservice doit avoir sa propre base de données, c'est-à-dire Customer Service a sa propre base de données Customer DB. La même chose pour Order Service, il a sa propre base de données. Et la même chose pour Product Service, c'est-à-dire donc au lieu de créer une seule application monolithique, donc on va créer 3 microservices. Et donc nous avons vu que cette architecture microservice, il a beaucoup d'avantages. Parmi les avantages, je vais rappeler rapidement. D'abord, c'est qu'on n'est pas obligé de développer tous les microservices avec la même technologie. Bon, forcément, pour chaque microservice, on peut utiliser une technologie qui est différente. Et donc, ce qui fait que les équipes peuvent travailler de manière indépendante. C'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs équipes sur le même projet avec une architecture microservice. Et les équipes peuvent travailler donc sans trop de contraintes. Ils peuvent travailler de manière indépendante. C'est des petites applications, ça veut dire que c'est facile à développer, parce que généralement, c'est plus facile à développer une petite application. C'est facile à tester, parce qu'il y a peu de fonctionnalités à tester. C'est facile à maintenir, c'est une petite application. La livraison en continu, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre beaucoup de temps pour livrer au client une partie de l'application. Donc, un microservice peut être développé assez rapidement, donc on peut le livrer au client, c'est-à-dire en production, et que le client il peut recevoir au fur et à mesure, bien sûr, les différentes parties de son application. Et surtout les performances. C'est-à-dire que les microservices, c'est des petites applications qui sont facilement scalables. Comme c'est des petites applications, quand il y a un problème de montée en charge dans un microservice, on peut les démarrer en plusieurs instances. C'est-à-dire on peut facilement le démarrer en plusieurs instances. Ça ne demande pas des machines qui sont très grandes, des conteneurs dans des VM qui sont très, très légères. Ça permet donc de démarrer facilement plusieurs instances. Par exemple, ici pour Product Service, donc je vois une première instance et une deuxième instance. C'est-à-dire la scalabilité, on va essayer de gérer la scalabilité indépendamment d'un microservice à l'autre. Bon, c'est-à-dire, je peux avoir, par exemple, pour Product Service, je peux avoir 5 instances, et pour Customer Service, je vais avoir 2 instances, et pour Order Service, je peux avoir une dizaine d'instances. Donc, c'est-à-dire, ça dépend du niveau de charge. Donc, ce qui fait que les architectures microservices sont très intéressantes. Si vous voulez,
c'est-à-dire ils apportent une solution très naturelle. Parce qu'on sait très bien que la meilleure façon pour développer les applications d'une manière générale, c'est de découper l'application en plusieurs petites parties. Donc si vous savez découper votre grand problème en un ensemble de petits problèmes, eh bien, tout simplement, vous allez maîtriser le chantier. Ça, on le sait depuis très longtemps. Et donc, les architectures microservices s'inscrivent dans cette logique. Donc, c'est-à-dire, vous avez un grand domaine métier. On va essayer donc de le découper en des sous-domaines. Alors, généralement, pour le découpage en sous-domaines, il y a des méthodes qui sont utilisées, notamment comme domaine driven design. Donc, j'aurai l'occasion d'en parler. Et donc, une fois que j'ai des petits domaines, et bien, tout simplement, je peux développer des applications indépendantes. Donc, on a déjà cité les avantages pas mal de fois, mais il y a des challenges. Donc, les challenges, quand vous commencez, tout a l'air d'être bon, c'est-à-dire quand vous commencez à développer un microservice, vous pouvez toujours dire, vous pouvez remonter tous les avantages que vous avez en tête. Mais quand vous avez plusieurs microservices, donc vous allez avoir des challenges. Bon, d'abord, quels sont les challenges? Donc, d'abord, vous aurez besoin d'intégrer les microservices dans une architecture microservice. Donc, vous aurez besoin forcément d'une gateway, vous aurez besoin d'un discovery service, d'un service de configuration. Forcément, ça fait partie de l'architecture. Et donc, vous aurez besoin, bien sûr, vous aurez besoin d'une solution pour sécuriser ces architectures distribuées. Donc, les solutions existent. On en a déjà étudié avec les protocoles O2, OpenID Connect, avec des outils comme Keycloak, on a vu que c'est plus simple à mettre en œuvre, il y a des solutions. Et vous avez aussi donc des contraintes de communication. Alors ça, c'est ce qui nous intéresse. Quand vous utilisez vous utilisez des architectures microservices, ça veut dire que chaque microservice a ses propres données. Donc forcément, à chaque fois qu'il y a un microservice qui a besoin des données d'un autre microservice, donc on a besoin de faire une communication. Alors quand on commence à faire la communication, donc on va penser à des solutions. Donc la plus naturelle, la solution la plus simple qui vient en tête, c'est REST. Notamment, on peut utiliser REST ou encore GraphQL ou gRPC, SOAP. Donc ça, c'est des protocoles qui sont utilisés pour faire communiquer les services. Mais toutes ces communications-là, on va dire, c'est des communications synchrones. C'est des communications synchrones, c'est-à-dire c'est des communications bloquantes. Bloquantes, ça veut dire que quand il y a un service, par exemple, Order Service, il a besoin des informations sur Customers, il a besoin d'envoyer une requête vers Customer Service, il attend. Alors si Customer Service ne répond pas, alors forcément Order Service ne peut rien faire. Donc ça c'est quelque chose dont on a parlé. Et quand il y a beaucoup d'échecs dans les communications, vous aurez besoin de mettre en place une solution de tolérance aux pannes. Donc nous avons eu l'occasion de parler de Resilience 4G, donc Circuit Breaker avec des solutions Retry, etc. Qui permettent de mettre en place des solutions qui permettent d'éliminer donc ces échecs qui sont parfois répétitifs. Mais donc ça dérange. Vraiment, quand vous avez des applications simples, une architecture avec quelques microservices, si vous n'avez pas on va dire un grand flux de communication, alors ça peut être une solution. Mais quand vous avez beaucoup de microservices et vous avez tous les microservices qui se parlent à travers, il y a beaucoup de communication. Quand vous regardez le diagramme des flux entre les microservices, vous allez voir il y a beaucoup de on va dire, de flux de communication. Et quand on voit beaucoup de flux de communication, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échecs. Parce qu'en fait, les communications réseau, ça signifie qu'il y a des échecs. Et quand il y a des échecs, et à un moment donné, c'est des choses qui vont déranger. Donc d'abord, il y a ça, la communication basée sur REST, basée sur SOAP entre les microservices, c'est-à-dire entre le back-end des microservices, si vous voulez. C'est une solution qui marche bien, mais il y a cette contrainte, donc de fait que c'est des communications qui sont bloquantes. Autre chose, donc comme par exemple vous voyez, alors autre chose, donc en termes de scalabilité, vous allez commencer à utiliser bien sûr des bases de données séparées, mais après vous allez voir quand vous voulez exploiter la scalabilité.
vous allez commencer à démarrer plusieurs instances. Par exemple, vous avez Product Service, vous démarrez plusieurs instances. Alors, chaque microservice, chaque instance a sa propre base de données. Et comme chaque instance a sa propre base de données, donc vous aurez besoin de synchroniser les bases de données. C'est-à-dire quand cette instance insère quelque chose dans cette base, ça doit être inséré également dans cette base de données. Quand on supprime, on met à jour quelque chose ici, ça doit être mis à jour dans cette base. Pourquoi? Parce que ce sont deux instances qui sont identiques. Donc, on va commencer à chercher une solution de synchronisation. Et si vous cherchez une solution de synchronisation, bah, vous allez commencer à dire, donc j'aurai besoin d'utiliser ce qu'on appelle un event bus, un bus d'événements. Et c'est là où vous aurez besoin d'utiliser un broker comme Kafka ou bien RabbitMQ, qui fait que les microservices, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il envoie un message vers un topic du broker. Et après, les autres microservices qui s'intéressent à ces données-là, ils vont faire des subscribes. Bah, et du coup, donc, quand par exemple, cette instance insère, j'essaie d'effacer. Alors, quand par exemple, cette instance insère, par exemple, un enregistrement dans cette base de données, bah, automatiquement, il va publier un message dans un topic Kafka. Et ben, ce message contient les informations sur le produit qui a été ajouté. Et comme cette instance-là, il a fait un subscribe, ben, ça veut dire qu'automatiquement, ce message va arriver vers cette instance. Et quand il arrive vers cette instance, elle-même, il va insérer la même information. C'est-à-dire, c'est exactement, souvent, c'est comme ça qu'on va essayer de synchroniser. Donc, c'est à travers un broker qu'on peut synchroniser, c'est-à-dire des bases de données. Donc, on peut le faire de manière très simple comme ça. Bah, il est producer parce qu'il produit des messages, il est consumer. Mais généralement, quand vous avez un broker, ouais, exactement. Quand par exemple, j'envoie par exemple un message qui contient le produit dans un topic. Bien sûr, les autres instances, ils vont recevoir le message. Bien sûr, bon, celle qu'il a envoyé, il ne va pas le traiter parce que c'est des choses qu'on peut faire au niveau du service. Donc, les autres instances, ils vont recevoir le message, ils vont se synchroniser. Mais il y a encore d'autres microservices, comme par exemple Data Analytics Service, il va recevoir aussi le message, il va le traiter. C'est-à-dire tous les microservices qui s'intéressent à des données particulières, bah, tout simplement, ils peuvent souscrire des abonnements dans les topics où on va essayer de publier. Alors, c'est exactement comme des personnes. Donc, chacun d'entre vous a sa propre base de données. Chacun travaille de manière indépendante. Mais quand il y a quelque chose qui change chez moi et que quelqu'un d'autre qui dépend de ce que je suis en train de faire, bah, qu'est-ce que je fais? Donc, je lui envoie je publie un message. Et quand je publie un message, alors toutes les personnes qui s'intéressent à ce message-là vont recevoir le même message. Et quand ils reçoivent l'événement, ce message qui représente, si vous voulez, l'événement, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, ils vont le prendre, ils prennent les données, ils vont les projeter dans leur base de données, et après ils vont l'exploiter. Donc, ce qui fait que généralement, quand on est dans une architecture microservice, bah, c'est pas souvent, il vous faut toujours à un moment donné un broker. Donc, c'est-à-dire c'est aussi quelque chose qui va s'ajouter. Et donc, quand vous commencez à travailler comme ça, et vous allez chercher, si vous cherchez à éliminer, à un moment donné, quand vous faites comme ça, vous allez dire, tiens, pourquoi carrément j'élimine pas ces communications? C'est-à-dire que à chaque fois que, par exemple, il y a un customer qui est, par exemple, modifié ici, bah, il va publier le message dans le topic, et Order Service, lui, il fait un subscribe, il reçoit les informations, et après, il va les enregistrer dans sa propre base de données. Et comme ça, quand il a besoin des informations sur le customer, il n'a plus besoin de contacter le service pour lui dire « donne-moi les informations sur le client ». Parce que les informations sur le client sont déjà chez moi. Donc ça, c'est des idées qui peuvent venir en tête. Et justement, c'est ce qu'on va voir avec Event Sourcing. C'est la solution qu'on va essayer de chercher. Donc, si vous cherchez à éliminer donc, ces communications, à synchroniser les bases de données, ben vous pouvez travailler comme on a fait la dernière fois, avec Spring Cloud Stream, avec Kafka, publier, recevoir, consumer, supplier, et avec StreamBridge, vous pouvez résoudre le problème. Mais vraiment, c'est que vous partez sur une piste qui n'est pas évidente. C'est-à-dire quand vous allez développer toute l'application de cette façon-là,
ça devient plus compliqué. Donc, si vous voulez développer une application 100% pilotée par les événements, donc c'est ça ce qu'on cherche, c'est-à-dire c'est une application qui est pilotée par les événements. C'est-à-dire chaque microservice, il ne fait rien que s'il reçoit un événement. Dès qu'il reçoit un événement, il fait quelque chose. Et du coup, si on cherche à développer une application qui est complètement pilotée par les événements, on va justement utiliser chercher des patterns, chercher des design patterns et chercher des frameworks qui permettent de faciliter le développement de ce genre d'architecture. Alors parfois il y a des entreprises, donc j'ai vu des situations comme ça. Il y a des entreprises qui ont commencé avec une architecture monolithique, après ils se sont rendus compte que c'est vraiment ça marchera jamais. Et ils ont migré vers l'architecture microservice. Et quand ils ont commencé à développer, ils ont trouvé que c'est pas aussi évident parce qu'il leur faut beaucoup en termes de déploiement, il vous faut des conteneurs, il vous faut beaucoup de compétences aussi parce que il vous faut faire beaucoup d'intégration. Et quand on voit que, par exemple, le fait de séparer, quand on voit le fait de, si vous voulez synchroniser les bases de données, donc quand on arrive là, quand on voit qu'il nous faut un broker pour synchroniser les bases de données, les gens ils vont dire non, je ne vais pas m'investir sur un broker. C'est quoi la solution? C'est je vais utiliser une seule base une seule base de données. C'est-à-dire j'ai une architecture microservice, mais tous les microservices vont utiliser la même base de données. Et quand vous utilisez cette architecture, en quelque sorte c'est un retour. C'est une architecture pas microservice, c'est pas monolithique. Vous avez vu une conférence où quelqu'un il appelait ça un monolithe distribué. Exactement. Donc c'est ce qu'on appelle souvent c'est un monolithe distribué. C'est-à-dire c'est des monolithiques, on reste sur le monolithique, sauf que les modules, on va les distribuer sous forme de microservices. C'est-à-dire on distribue les traitements, mais on centralise les données. Alors ça c'est une solution qui est simple à mettre en place. Donc ça va vous éviter d'avoir des solutions de synchronisation. Et en plus, l'équipe data, ils vont toujours vous demander ça. C'est que l'équipe data, quand vous leur dites j'ai une architecture microservice, j'ai plusieurs bases de données, on va vous dire mais où est-ce qu'on va trouver les données? Parce que quand on veut analyser les données, souvent on a besoin d'une seule base de données. On ne va pas s'amuser c'est-à-dire à utiliser plusieurs petites bases de données pour pouvoir collecter les données pour faire du data analytics. Donc souvent, ça c'est des situations qui arrivent. Et souvent, quand c'est une solution intermédiaire, parfois qui peut être une solution intermédiaire, en attendant, c'est-à-dire encore de migrer vers la vraie architecture microservice. Donc maintenant, si vous voulez réellement développer une architecture complètement pilotée par les événements, donc il y a des patterns qu'il faut utiliser. Et parmi ces patterns-là, il y a les patterns CQRS et Event Sourcing. Donc le cours d'aujourd'hui, ça va être sur ça. Donc c'est quoi Event Sourcing, le pattern d'abord? C'est quoi CQRS? Et comment on va les utiliser les deux? Parce qu'en fait, souvent, ils sont utilisés les deux dans la même architecture pour développer une application pilotée par les événements. Et nous allons voir, il faut chercher un framework qui implémente ces deux patterns. Donc, heureusement que sur l'écosystème Spring, il y a un framework qui s'appelle Axon Framework, qui est très très bien fait et qui implémente ces patterns et qui vous permet de développer facilement des applications basées sur Spring qui respectent c'est-à-dire ces critères dont on a parlé. Alors, je vais d'abord parler de ça. C'est quoi Event Sourcing? C'est quoi CQRS? Et après, on va regarder ce que c'est. Alors, d'abord, c'est quoi Event Sourcing? Event Sourcing, d'abord, c'est un pattern d'architecture. Donc, je vous rappelle que dans les patterns, il y a deux types de patterns. Il y a les patterns tactiques, c'est ce qu'on a étudié en classe. C'est les patterns observer, les patterns stratégie, etc., etc., etc. Commande, decorator, etc. Et puis, il y a les patterns d'architecture.
Et parmi les patterns d'architecture, donc on va retrouver donc event sourcing. Donc c'est un pattern d'architecture qui consiste à quoi? Son objectif, c'est de capturer tous les changements de l'état d'une application sous forme d'une séquence d'événements. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que à chaque fois que l'état d'une application change, à chaque fois que je veux changer quelque chose dans l'application, dans la base de données, à chaque fois que l'état de l'application change, eh bien, ça va être traduit par la publication d'un événement. C'est-à-dire tout changement d'état de l'application, à chaque fois, il y a quelque chose qui change dans la base de données. Quand est-ce qu'on change des choses? Eh bien, soit insert, soit update, soit delete. À chaque fois qu'il y a une modification, quand on modifie quelque chose dans la base de données, ça veut dire que l'état de l'application a changé. Et quand l'état de l'application change, automatiquement, ça va être matérialisé par la publication d'un événement. Donc, vous voyez donc la phrase, c'est que capturer l'ensemble des changements de l'état de l'application sous forme de séquence d'événements. Ça veut dire quoi? L'idée principale, c'est quoi? C'est de ne pas se concentrer uniquement sur l'état actuel de l'application, mais plutôt se concentrer sur l'ensemble des événements qui ont permis à l'application d'être dans cet état. Alors, je vous explique, parce que c'est pas aussi évident. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, un compte bancaire. Alors, quand je prends un compte bancaire, c'est quoi l'état d'un compte bancaire? Ce qui nous intéresse dans l'état d'un compte bancaire, c'est le solde, n'est-ce pas? C'est son solde. L'état d'un compte, c'est son solde. Et c'est qu'à un moment donné, votre compte bancaire, il est dans un état. Soit débiteur, créditeur, c'est-à-dire son état, c'est son solde. Alors, si vous utilisez c'est-à-dire le pattern event sourcing, et bien tout simplement, on ne va pas se concentrer sur le solde de l'application, mais plutôt l'application va se concentrer sur l'ensemble des événements qui ont permis à ce compte d'être dans cet état. Alors par exemple, j'ai un compte avec une balance initiale de 8000, n'est-ce pas? Après, quels sont les événements? Par exemple, il y a débiter le compte. Je vais débiter le compte de 1200. Ensuite, je vais le créditer de 6000. Ensuite, je vais le créditer encore de 12000. Alors maintenant, la question, qu'est-ce qui fait que l'état de mon compte, il est à 17600? C'est ça la question. Qu'est-ce qui fait que l'état de mon compte, il est à 17600? C'est parce qu'il y a un historique de l'ensemble des événements qui se sont produits concernant ce compte qui sont enregistrés. Alors justement, ces événements, c'est ce que vous voyez ici, donc par exemple le débit d'un compte ou le créditer un compte, etc. Ça va être traduit par des événements. Alors, donc ça c'est juste pour vous donner une idée. Une idée, c'est quoi? L'idée, c'est de ne pas se concentrer sur l'état actuel de l'application. Si vous voyez que par exemple le stock d'un produit il est à une valeur X, ben mon application, il y a deux façons pour développer. Soit que j'ai une base de données qui m'indique toujours que le stock d'un produit est égal à X, n'est-ce pas? À chaque fois que il y a un produit est commandé, ou bien à chaque fois que je vais acheter des produits, qu'est-ce que je fais? Je modifie, j'ajoute la quantité, ou bien je retranche la quantité. Alors si vous faites comme ça, c'est ce qu'on fait dans les applications traditionnelles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est que l'application, il y a des opérations qui se font, et ces opérations vont consister à mettre à jour tout simplement la base de données. Mais quand je vois par exemple le produit par exemple, il est dans un état de stock X, alors maintenant la question, qu'est-ce qui fait que ce produit-là, il est dans cet état? Alors, si vous travaillez avec Event Sourcing, ça veut dire que dans votre base de données, vous devrez enregistrer tous les événements qui concernent ce produit-là et qui démontrent ou bien qui prouvent pourquoi il est dans cet état. Alors, forcément, ça va être si les ventes, les achats, ventes, achats, ce qui fait que mon stock, il est dans cet état. Donc, ça, c'est juste l'idée. Mais après, on va essayer de voir comment
on va essayer d'expliquer les détails. Donc l'idée c'est quoi? C'est de ne pas se concentrer sur l'état de l'application, l'état final de l'application, mais plutôt se concentrer sur l'ensemble. Je ne vais pas enregistrer que l'état final de l'application dans la base. Mais par contre, je dois enregistrer tous les événements qui se sont produits dans l'application et qui permettent d'aboutir à cet état. Ben, je vous donne un bon exemple. Par exemple, par exemple, vous avez un état. C'est quoi votre état? Ben, votre état, vous avez un poids, vous avez une taille, vous avez faim, vous avez, etc. Je ne sais pas. Vous voyez, donc vous avez un état. Alors maintenant, la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cet état? Alors, ben, c'est très difficile à savoir pour un être humain. Mais si j'utilise Event Sourcing, n'est-ce pas? Si j'utilise Event Sourcing, eh ben, c'est tout simplement, ben, je dois avoir une base de données quelque part dans laquelle je vais enregistrer depuis ma naissance jusqu'à maintenant, je vais enregistrer tous les événements qui se sont produits dans ma vie. Alors, si j'ai une base de données dans laquelle je vais enregistrer tous les événements qui se sont produits dans ma vie, eh bien, tout simplement, je peux savoir pourquoi je suis dans cet état. Si les médecins arrivent à voir, par exemple, cet historique-là, eh bien, tout simplement, je peux savoir pourquoi vous êtes dans cet état, pourquoi vous avez ce poids-là, pourquoi vous avez cette taille. Donc, vous voyez, donc, je ne me concentre pas sur l'état de l'application actuelle. Mais, par contre, mon système doit enregistrer l'ensemble des événements qui se sont produits dans l'application pour que l'application soit dans cet état. Est-ce que c'est clair? La définition. C'est clair pour les autres? Je ne peux pas trop parler parce que vraiment, je suis un peu malade. Oui? J'ai une question. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans un système où l'ordre des opérations est important? Par exemple, dans un système de banque, par exemple, je ne peux pas faire... par exemple, si j'ai 0 dirham, le compte, je dois d'abord alimenter pour le signature. Alors, c'est justement... Ce qui se passe... Ouais. Si j'ai 2 événements qui arrivent sur le système, mais qui sont contradictoires Alors, quand vous avez 2 événements de toute façon, on va voir l'événement. En fait, dans l'événement, on enregistre toujours ce qu'on appelle timestamp, c'est-à-dire c'est le temps où l'événement s'est produit. Et quand vous avez plusieurs événements qui arrivent vers la même application, il y a toujours un premier. Donc, c'est-à-dire il y a toujours un événement. On va essayer de traiter l'événement. Par exemple, je voudrais débiter un compte. L'événement, une commande qui permet de demander de débiter un compte, n'est-ce pas? Et quand je vais débiter le compte, on va voir, parce qu'il faut d'abord vérifier est-ce que le solde est suffisant. Alors, si le solde n'est pas suffisant, eh bien, cet événement ne va pas être enregistré. Eh bien, je vais générer une exception, n'est-ce pas? Et donc, mais quels sont les événements qu'on va enregistrer? Event sourcing. Uniquement les événements qui permettent de changer l'état de l'application. C'est-à-dire, quand il y a un événement de type qui fait soit insert, soit update, soit delete, c'est comme les événements que je vais enregistrer. Mais les événements consultés, des informations, ou bien s'il y a une exception, tout ça, c'est pas de l'event sourcing. Alors, c'est des événements qui peuvent être logués de quelque part, mais effectivement, donc, l'event sourcing, c'est ça. C'est-à-dire capturer, regardez, les changements d'état de l'application se forment d'une séquence d'événements. Et donc, la séquence d'événements, tous les événements, vous savez, dans une application bancaire, créditer, débiter, ajouter un client, supprimer un client, modifier l'adresse, toutes les opérations que vous faites dans l'application, tout le besoin fonctionnel qui consiste à changer l'état de l'application, ça va se matérialiser par quoi? Chaque opération que vous faites, vous allez publier un événement dans un topic quelque part. Vous allez publier un événement et cet événement va être enregistré dans une base de données.
Et cette base de données qui va enregistrer tous les événements qui se produisent dans l'application, on va voir, c'est ce qu'on appelle Event Store. J'en ai déjà parlé la dernière fois. L'Event Store, c'est la base de données dans laquelle je vais loguer, je vais soi-disant enregistrer tous les événements qui se sont produits au niveau de l'application. Et vous allez voir que ces Event Store, c'est vraiment une mine d'or pour les systèmes d'information. Et justement, ça va nous donner beaucoup de choses. Une autre question. Oui, bien sûr. Alors, c'est le moment de poser les questions. Oui. Oui. En fait, je voulais savoir, par exemple, des systèmes où c'est important d'avoir du quasi-temps réel. Par exemple, on fait du placement boursier, par exemple. Oui. J'ai besoin de savoir votre opération et la réussite X, ça Est-ce que c'est toujours pertinent les architectures event sourcing, puisque là on parle plus de consistance éventuelle, c'est pas... Oui, mais tout ça, c'est réglé. Tout ça, dans les architectures, vous savez, on termine d'abord et vous allez voir. Déjà, c'est quoi event sourcing, comment ça marche, etc. Après, on va parler justement des challenges aussi. Et dans les challenges, les transactions distribuées, la consistance des données. Mais tout ça, justement, c'est là où vous avez besoin des frameworks. Alors, quand vous avez des frameworks qui implémentent les patterns, c'est que vous avez des solutions qui permettent de régler ces problèmes. Donc, et d'ailleurs, c'est comme ça que ça marche. Donc, une fois que dans une application, on enregistre quelque part dans une base de données, c'est ce qu'on appelle un event store, tous les événements qui se sont produits dans l'application et qui permettent, qui représentent, si vous voulez, qui traduit le changement de l'état de l'application, et bien tout simplement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage? Ce qu'on peut avoir comme avantage, c'est ça, c'est qu'à partir de cette séquence d'événements, on peut agréger l'état de l'application. Ça veut dire quoi cette phrase? À partir de la séquence d'événements, je peux agréger l'état de l'application. C'est-à-dire, regardez par exemple pour ça. À partir de ce débit, de ce débit-là, de ces crédits, à partir des opérations d'un compte, je peux calculer le solde de l'application. C'est-à-dire, à partir, si j'ai la séquence des événements qui se sont produits concernant un compte, donc à partir de cette séquence-là, je peux calculer l'état de l'application. Je peux savoir à une date donnée, si je vous dis par exemple, à la date du janvier 2022, je voudrais savoir par exemple le solde de mon compte. Ben, c'est très simple. Je vais vers l'Event Store, je vais même le premier événement, je commence à lire. Mais le premier événement, je remonte jusqu'à la date que je veux. Et quand j'arrive à cette date, je lis les événements et je traduis les événements. Et après, donc, je peux agréger l'état de l'application. On peut stocker les événements. Oui, justement, là, il faut les stocker. L'event sourcing, c'est que tous les événements sont stockés dans une base de données. C'est ce qu'on appelle Event Store. Tout à fait. Alors, donc, à partir de cette séquence, on peut agréger l'état de l'application, c'est-à-dire on peut reconstruire l'application. N'est-ce pas? Alors, rappelez-vous, donc je vous ai dit, imaginez que vous avez toutes les séquences des événements, que vous avez, qui se sont produits dans votre vie, supposons qu'ils sont enregistrés quelque part dans une base de données. Et un jour, vous avez perdu votre mémoire, vous avez perdu votre cerveau. N'est-ce pas? Eh bien, avec la logique d'Event Sourcing, on peut reconstruire votre cerveau. Comment on va le reconstruire? Il suffit de revenir vers le premier événement quand vous êtes né. Je vais rejouer les événements. Chaque événement, on va essayer de le traiter. Et quand on traite tous les événements, on arrive à un moment donné, on peut savoir l'état de l'application. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans une application, je peux perdre la base de données. Ben, c'est des choses qui arrivent. Les banques, parfois, ils ont des attaques. Et parfois, il y a des attaques qui consistent à perdre les données. Il y a parfois des trucs malveillants. Il y a des opérateurs qui arrivent à insérer dans la base de données de tricher, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut supprimer des données. On peut perdre les données. On peut perdre la base de données. Et bien tout simplement, grâce à l'Event Store, je peux reconstruire
la base de données. C'est en rejouant toute la séquence des événements qui se sont produits dans l'application, je peux agréger, je peux reconstruire l'état de l'application. Alors, donc l'idée, c'est quoi? C'est que tout changement de l'état de l'application a une cause unique. C'est ça, et c'est quoi la cause? C'est l'événement. Qu'est-ce qui fait que quelque chose a changé dans la base de données? C'est parce qu'il y a un événement qui s'est produit. Et cet événement-là, il est où? Il est enregistré dans où? Dans Event Store. Alors, ça c'est un exemple. Donc les opérations effectuées sur un compte, par exemple, débité, crédité, etc. Donc ça peut être, donc tout ça, ça peut être associé à des événements. Alors, on va voir. Alors, c'est quoi les avantages? Donc, si vous adoptez, si vous implémentez ou bien vous appliquez le pattern Event Sourcing, ça veut dire que vous avez un Event Store. Et si vous avez un Event Store, ben vous avez une base d'audit. Et ça, c'est très important. Dans les systèmes d'information, donc si on veut auditer un système d'information, ben, il ne faut... Celui qui va auditer le système d'information d'une banque, est-ce qu'il va vers la base de données pour savoir il y a combien de clients, il y a combien de comptes, c'est quoi les soldes des comptes, etc. Non. Donc, il faut voir sur l'historique. Donc, je vais remonter jusqu'à 2021. À partir de 2021, j'ai déjà l'état de l'application 2021, ce qu'on appelle, donc ça c'est un snapshot 2021. Et à partir de 2021, je vais lire les événements qui se sont produits dans l'application. Ben, une fois que je lis, donc je peux reconstruire l'état de l'application. Et quand j'ai l'état de l'application, je vais regarder est-ce que l'état de l'application, est-ce qu'il est le même que celui réel qui existe dans la base. Alors si c'est le même, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de triche. C'est-à-dire, mais si je vois qu'il y a des différences, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc forcément, où devient l'erreur? Maintenant, l'event sourcing, il ne va pas vous dire c'est qui a modifié ou je ne sais pas quoi. Alors après, il faut regarder les logs, il faut regarder des choses sur la base de données, etc., qui peut par exemple déterminer l'origine du problème. Donc, c'est-à-dire si on veut créer ce qu'on appelle une piste d'audit, une base d'audit, et ça c'est toujours quelque chose qui est très présent dans les systèmes d'information. Donc, Event Sourcing, ça peut être une solution très intéressante. Donc, si vous voulez débugger, analyser des problèmes dans les applications, donc on peut retrouver facilement l'origine des bugs, des fonds, des attaques, etc. Donc, à travers l'Event Sourcing. Et surtout, vous avez, ça c'est la reprise de données. Alors, la reprise de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on perd les données, si je perds la base de données, ben, pas de problème. Si j'ai le Event Store, il suffit de rejouer tous les événements qui se trouvent dans Event Store, je peux reconstruire la base de données. Bon, rappelez-vous tout à l'heure, je disais, si vous avez perdu votre mémoire, eh bien, s'il y a un store qui enregistre tous les événements qui se sont produits dans votre vie, eh bien, on peut rejouer, rien que le fait de rejouer tous ces événements, ça permet de reconstruire votre état. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Monsieur, c'est comme un fichier de backup. Alors, c'est pas un backup, c'est comme un log dans lequel on va loguer tout ce qui se passe au niveau de l'application. Mais c'est aussi, c'est un event store. Event store, c'est la source de vérité. C'est-à-dire, pourquoi je vous dis ça? Parce que rappelez-vous donc dans une architecture microservice, vous avez combien de bases de données? Vous avez plusieurs bases de données, n'est-ce pas? Mais en plus de toutes ces bases de données-là, j'ai un event store. Vous savez, si vous travaillez avec Kafka, si vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai dit que Kafka, l'avantage c'est quoi? C'est qu'il peut jouer le rôle de event store. Parce qu'un topic Kafka, il publie tous les événements qui se sont produits dans l'application. Et bien, c'est quoi l'event store? C'est le topic. Ben, votre topic contient tous les événements qui se sont produits dans l'application. Donc, si jamais je perds j'ai cette base de données qui est perdue ou bien qui a été modifiée illégalement ou je ne sais pas quoi, et bien tout simplement grâce à ces événements, je peux reconstruire l'état de l'application. Alors par exemple, on a commencé à développer une application pendant des années. Oui.
Et on avait un enregistrement des événements, etc. Oui. Sauf que pendant le développement, j'imagine que la logique métier, elle évolue, c'est-à-dire on continue à changer un petit peu la manière dont on traite, Là, c'est un problème. les événements. Oui. Est-ce que, par exemple, supposons... Alors ça, c'est un problème, c'est vrai. Si la logique métier change, ça veut dire qu'il faudrait noter aussi dans l'Event Store, c'est-à-dire dans quelle date la logique métier a changé. Ça, c'est très important parce que si vous le ratez, c'est très difficile de reconstruire l'état de l'application. C'est-à-dire que même le changement des règles métiers, donc, il est marqué dans l'Event Store. Vous voyez? Donc, ce qui fait que quand je rejoue les événements, jusqu'à telle, par exemple, une date telle. Bon, les règles, c'est-à-dire que grâce à timestamp de l'événement, je peux décider qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que cette information-là, ça représente ça ou bien ça? Donc, mais souvent, c'est des choses, c'est vrai, qui peuvent arriver, mais c'est très rare. Hein, parce que généralement, les règles métiers, souvent, ils sont stables. C'est la partie la plus stable d'un système d'information. Si vous voyez donc des règles métiers qui changent tout le temps, ça veut dire c'est des règles de calcul. Et quand vous avez des règles de calcul, ça veut dire que il faut les paramétrer. Et si vous les paramétrez, généralement, les règles métiers ne vont pas changer. Bon, alors donc, d'autres avantages, c'est les performances. C'est que le event sourcing, il est basé sur un broker souvent pour publier les événements. Donc, c'est de la communication asynchrone. Et donc, et les systèmes comme Kafka, des brokers comme Kafka, sont très réputés par être très performants. Donc, c'est-à-dire, c'est des solutions qui sont scalables, qui sont tolérantes aux pannes. Donc, en termes de performance, donc, vous avez des solutions qui sont très, très intéressantes. Et donc, et après, à partir des événements, on peut créer plusieurs projections dans des modèles différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, donc je peux avoir un event store dans lequel vous avez des événements. Donc, l'Event Store, il contient donc les événements de l'application. Et après, j'ai un microservice, par exemple. Je crée un microservice. Lui qui a besoin de faire, par exemple, de créer un moteur de recherche. Et je sais que pour créer un moteur de recherche, je vais utiliser des systèmes qui sont faits pour les moteurs de recherche, comme par exemple Elasticsearch. Alors, par exemple, ce microservice va utiliser Elasticsearch comme base de données. Eh bien, ce microservice, quand il va lire les événements, quand il va rejouer les événements, chaque événement, il va enregistrer les données dans Elasticsearch. Ça veut dire que toutes les données qui se trouvent dans les événements, ils sont projetées dans quel modèle de données? Dans Elasticsearch, parce que moi, j'ai besoin de... je préfère travailler avec Elasticsearch. J'ai un autre microservice qui veut faire du data analytics, mais il va utiliser une base de données SQL. Ben, la même chose, on va rejouer les données, mais tous les événements qu'on va lire, et cette fois-ci, ils vont être projetés dans une base de données SQL. Supposons j'ai un microservice qui va, par exemple, qui a besoin d'utiliser, par exemple, une base de données orientée graph, par exemple Neo4j. Pourquoi une base de données orientée graph? Parce que ce microservice-là, j'ai besoin de chercher le chemin le plus rapide d'un point vers un autre. Donc, vous savez, quand vous avez des problèmes de ce type, il vaudrait mieux utiliser donc des bases de données de type graph. Et bien, tout simplement, la même chose. Regardez, la source de vérité, elle est la même. C'est quoi la source de vérité? C'est Event Store. C'est-à-dire, toutes les données de mon application, elles sont dans Event Store. Mais chaque microservice, il a sa propre base de données dans laquelle il va projeter les données de l'événement dans le modèle approprié. Donc, ce qui fait que
maintenant, on ne va plus imposer à un microservice d'utiliser une telle base de données. Mais chaque microservice, chaque équipe fonctionnelle, ils vont dire, nous, on a intérêt à utiliser ce modèle. Regardez, aujourd'hui, j'utilise Elasticsearch. Au bout de 2 années, je vois que ce n'est pas très bon. C'est vraiment pas un problème. Pourquoi? Parce que je peux le supprimer. Je le remplace avec, par exemple, un autre système de gestion de base de données. Mais où sont les données? Eh ben, je ne vais pas les récupérer à partir de là, mais je vais rejouer encore les événements. Je rejoue les événements, eh ben, je les projette dans cette base de données. Il y a la notion de projeter. C'est-à-dire, je reçois des événements. Moi, vous savez, vous avez un groupe WhatsApp. Je vous envoie une information sur le groupe WhatsApp. Et quand cette information vous arrive, ça veut dire que je vous ai envoyé un événement. Mais ces informations-là, je vous ai envoyé par exemple la date, le montant, je vous ai envoyé un tas d'informations. Eh bien, chacun d'entre vous va prendre ce qu'il veut. Il y a un qui va ignorer carrément le message parce que ça ne l'intéresse pas. Il y a un autre qui va prendre juste une information, il va la noter, etc. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de projeter l'événement dans votre modèle approprié. C'est-à-dire tous les microservices vont recevoir les mêmes événements et chacun va traduire ces événements dans des modèles appropriés. Et ça c'est également un avantage. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est pas de la science-fiction. Je sais que c'est un dimanche après-midi, mais c'est vraiment, j'essaie de vous donner un maximum d'exemples. Comme ça, je réveille un peu votre conscience. Alors, maintenant, l'architecture. Il y a de l'architecture et des terminologies. Alors, d'abord, vous avez ce qu'on appelle, dans Event Sourcing, on va parler de ce qu'on appelle une commande. Alors, d'abord, c'est quoi une commande? Une commande, c'est une sollicitation externe sur un système. C'est une sollicitation sur un système. C'est-à-dire quoi? Une commande, c'est une sollicitation externe qui consiste à changer l'état de l'application. Donc, une commande, ça peut être une requête HTTP de type... normalement, les requêtes HTTP, supposons que vous avez une REST API. Les requêtes HTTP qui consistent à modifier l'état de l'application, ça va être soit POST, soit PUT, soit DELETE. Donc, vous voyez, donc, avec les requêtes de type POST, PUT, DELETE, on va les appeler des commandes. On ne va pas les appeler des requêtes HTTP. Et après, on va voir les requêtes de type select, on va les appeler des queries. Donc, vous avez 2 types de sollicitation externe, soit la commande, soit une query. Donc, une commande, c'est une sollicitation qui consiste, qui a l'intention de modifier l'état de l'application. OK? Alors maintenant, quand vous avez des requêtes qui arrivent de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle les commandes, ils arrivent vers l'application. Alors, au niveau de l'application, d'abord, pour changer l'état de l'application, on passe d'abord par les règles métiers. C'est-à-dire, avant par exemple, débiter un compte, pour débiter un compte, il faut d'abord vérifier, récupérer le solde. Est-ce que le solde est suffisant? Est-ce que le solde n'est pas bloqué, etc. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des règles métiers. OK? Et bien, ces règles métiers, c'est ce qu'on appelle la fonction de décision. Donc, la fonction de décision, c'est tout simplement la fonction dans laquelle on implémente, c'est l'opération dans laquelle on implémente les règles métiers. Alors, dans nos applications classiques, c'est la couche service, n'est-ce pas? Dans la couche service, on va toujours faire des if. Si le compte est tel, je génère telle exception. Si je génère des exceptions. Donc, je dois vérifier d'abord, est-ce que toutes les conditions sont satisfaites pour exécuter cette commande. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la fonction de décision. Alors maintenant, si les conditions métiers, si les règles métiers sont satisfaites pour exécuter cette commande, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, ça veut dire qu'on va changer l'état de l'application, n'est-ce pas? Et si on va changer l'état de l'application, ça veut dire qu'on est sûr maintenant qu'on va débiter. On va débiter. Donc, on va publier un événement dans Event Store. Et les événements, généralement, c'est des objets que vous allez créer. Par exemple, c'est des objets qui se vont exprimer, c'est des classes qui sont exprimées au passé composé. Au passé. Pas au passé composé, c'est pas le passé. Par exemple, account debited event. Vous voyez?
par exemple, account credited event, customer added event, n'est-ce pas? C'est toujours dans le passé. Ça veut dire un événement, ça veut dire c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Faites attention parce que la commande et l'événement, c'est quoi? La commande, c'est la cause, n'est-ce pas? La commande, c'est la cause. Mais l'événement, c'est quoi? C'est la conséquence de l'exécution d'une commande. Si les règles métiers sont satisfaites, je vais sûrement modifier l'état de l'application. Et comme l'état de l'application est, donc je vais publier un événement, par exemple, account debited event, qui va être enregistré dans Event Store. Alors maintenant, on ne va pas se limiter là. Pourquoi? Parce que cet événement-là, une fois que l'événement est stocké dans Event Store, voilà, on est dans cette situation. Une fois que l'événement est stocké dans Event Store, maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste ce qu'on appelle la fonction d'évolution. La fonction d'évolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet événement-là, il faut maintenant le traduire par le changement de l'état de l'application. Par exemple, dans notre cas, pour un compte, account debited event, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois changer le solde du compte, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'état de mon compte va passer d'un état vers l'autre, n'est-ce pas? Et bien justement, il y a la fonction qui permet de changer, c'est qu'on appelle la fonction qui permet de faire passer l'état, l'application d'un état à l'autre, c'est ce qu'on appelle la fonction d'évolution. C'est là où je change l'état de l'application. Alors forcément, cet événement-là, regardez, quand je publie l'événement, il est stocké, il arrive vers la fonction d'évolution, et la fonction d'évolution, il va voir account debited event. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'état actuel, le compte actuel, c'est quoi son solde? C'est 5000, j'ai débité de 3000, donc qu'est-ce qu'il va faire la fonction d'évolution? Eh ben, il va retrancher et comme ça, j'ai l'état de l'application, je l'ai. Pourquoi? Parce que quand je vais exécuter la logique métier, ben, j'ai besoin de l'état de l'application parce que je dois regarder est-ce que le solde est suffisant. Et pour regarder le solde est suffisant, eh ben, j'ai besoin c'est-à-dire quelque part de l'état de l'application. On va voir les petits détails. Alors, normalement, c'est ça l'event sourcing. Mais dans des variantes, parfois, il se trouve que la fonction de décision se fait en plusieurs étapes. Et quand vous avez une fonction de décision qui se fait en plusieurs étapes, ben, qu'est-ce qu'il fait la fonction d'évolution? Il va émettre ce qu'on appelle une action. Alors, c'est quoi une action? Ben, une action, c'est une commande interne. Ça veut dire quoi? Supposons, par exemple, j'ai la fonction de décision, il a émis un événement. Cet événement-là, il est interprété, donc l'état de l'application a changé, mais je dois encore vérifier des choses dans la logique métier. Ben, qu'est-ce que je fais? Donc la fonction d'évaluation, il va émettre une action, et cette action, il arrive encore vers la fonction de décision. La fonction de décision, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier est-ce qu'encore les règles métiers sont satisfaites, il fait des choses. Et après encore, donc ça peut être ça, hein. C'est très rare, mais c'est-à-dire que entre la fonction de décision et la fonction d'évolution, donc la fonction de décision exécute, il publie l'événement. Il arrive vers la fonction de décision. La fonction de décision va traduire cet événement pour muter l'état de l'application. Une fois que l'état de l'application a changé, ben, j'émets une action. Ben, cette action, il arrive encore vers la fonction de décision pour faire ça. Mais ça, c'est des cas rares. Mais en tout cas, ce qu'il faut, en terminologie, c'est quoi une action? Une action, c'est une commande interne. C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre une commande et une action? La commande, c'est une sollicitation externe. C'est-à-dire, ça provient d'une autre application. Un front-end, d'une application mobile, c'est d'un utilisateur externe. Alors qu'une action, c'est quoi? C'est une commande interne. Alors, donc, ça, c'est le pattern. C'est le pattern event sourcing. Alors, on peut dire que d'une manière générale, dans la fonction d'évolution, vous avez ça. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez, à partir de l'état actuel, sachant l'événement qui s'est produit, ça va générer un nouvel état. Donc, sachant l'état du compte actuel, sachant que l'événement c'est account debited,
eh ben, ça va faire forcément ça va changer l'état de l'application. C'est à peu près ça. Bon, après, qu'est-ce qui reste pour la dernière opération? C'est ce qu'on appelle les effets de bord. Alors, c'est-à-dire que maintenant, notre microservice, ça y est, il a fait son travail, donc l'état a muté. Donc, je suis dans un état stable, mais il se trouve que parfois que cet événement-là, que j'ai interprété, que j'ai traduit dans mon application, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres applications, il y a d'autres microservices qui ont besoin de cet événement. Parce qu'il y a d'autres microservices qui ont besoin de recevoir cet événement et pour le traiter. C'est ce qu'on appelle les partenaires. Par exemple, dans une application bancaire, voilà. Donc, une fois que je mute l'état de l'application, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va publier l'événement. On va le publier généralement dans un broker qui fait que l'événement il va arriver vers d'autres partenaires. Donc, généralement, les effets de bord, on va les jouer. Quand est-ce qu'on va jouer les effets de bord? Uniquement quand on est dans un état stable. C'est-à-dire, une fois qu'on atteint un niveau de stabilité de l'application, c'est-à-dire, moi, ça y est, donc l'événement, il est enregistré, j'ai muté l'état de l'application, alors qu'est-ce que je fais? L'événement, il va vers le broker, et comme ça, s'il y a, plutôt, il va vers le bus d'événement, et comme ça, s'il y a un autre microservice qui s'intéresse à cet événement-là, ben, il le reçoit, il peut c'est-à-dire le projeter dans son propre modèle de données. Alors ça, c'est des concepts, mais après, vous allez voir, en implémentation, c'est un peu... C'est plus intéressant de pratiquer ça, ça va vous donner une idée. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est de la terminologie. Terminologie, une commande, fonction de décision, événement. Donc c'est quoi la définition de la fonction de décision? C'est quoi? C'est qu'à partir d'un état, sachant une commande, ça va se traduire par une liste d'événements. Et c'est quoi un événement? C'est un fait qui se produit dans le passé proche. Passé proche. Account debited event. Donc quand il y a un événement, c'est-à-dire au moment où je reçois l'événement, c'est qu'il vient de se produire. C'est pas quelque chose qu'on va dire non, j'accepte pas. Ça y est, c'est quelque chose. Quand il y a un accident, ça y est, un accident. Tu peux pas, tu peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vient de se produire. Alors Event Store, c'est quoi? C'est la base de données dans laquelle on enregistre l'ensemble des événements. Généralement, Event Store, c'est une base de données avec une seule table. Alors, vous pouvez utiliser des bases. Il y a des bases de données qui sont réputées pour ça, comme Postgres, par exemple. Qu'est-ce qu'on enregistre dans l'Event Store? L'ID de l'événement. OK? On enregistre la date, timestamp, c'est très important. Le type de l'événement. Quel type d'événement? Account debited event ou account credited event, je ne sais pas quoi. N'est-ce pas? Et on enregistre le payload. Je le payload. Le payload, on met les données de l'événement. Par exemple, quand il s'agit par exemple de account debited event, qu'est-ce qu'on va trouver dans le payload? On va trouver un objet de JSON, souvent. C'est du JSON qui est utilisé ou de la XML. C'est un objet JSON dans lequel je vais trouver le numéro de compte concerné, le montant de l'opération, la devise, etc. C'est-à-dire c'est tous les paramètres qui viennent avec la commande. Généralement, ils sont enregistrés dans l'événement. Donc ça, c'est Event Store. Bon, la fonction d'évolution, donc je l'ai expliqué. Donc c'est une fonction qui permet de muter l'état de l'application. Et après l'action, donc c'est une commande interne. Les effets de bord, donc consiste à publier les événements pour les applications partenaires, c'est-à-dire les autres microservices ou bien les autres applications de d'autres entreprises. Alors ça, on vient d'expliquer ce que c'est Event Sourcing. Maintenant, on va expliquer ce que c'est CQRS. Alors, CQRS, ça veut dire Command Query Responsibility Segregation. Je n'ai pas le pattern. Le pattern, c'est un design pattern, c'est un pattern d'architecture, la même chose, qui consiste à séparer la base d'écriture de la base de lecture. Regardez bien. La base d'écriture et la base de lecture, on va les séparer. Ça veut dire quoi? C'est comme si vous dites, dans une application, je vais avoir deux bases de données. Une base de données dans laquelle je vais écrire, enregistrer, toutes les opérations insert, update, delete, c'est la base d'écriture.
Mais quand je vais lire les données, je ne vais pas lire à partir de la base d'écriture. Je vais lire à partir d'une base de lecture. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Alors, comment enregistrer dans une base et lire à partir d'une autre base? Ben, derrière, il y a Event Sourcing. Parce que je n'ai la base d'écriture, c'est Event Store. Donc, finalement, la base d'écriture, c'est quoi? C'est Event Store. C'est-à-dire, toutes les modifications faites sont enregistrées dans Event Store. Donc, tous les événements qui consistent à modifier l'état de l'application, c'est Event Store. Et l'Event Store, où est la base d'écriture? Et puis, les bases de lecture, et bien, tout simplement, c'est les bases dans lesquelles je vais créer ma propre base de données Postgres ou la MySQL ou la MongoDB ou je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est la base ou la Elasticsearch ou je ne sais pas quoi. Une vraie base de données avec plusieurs tables dans laquelle c'est à moi, en tant que microservice, de créer cette base de données et de dire voilà moi ce qui m'intéresse. Il y a un event store qui contient des tonnes d'informations. Moi, mon domaine métier, j'ai besoin juste d'une table customers. J'ai besoin d'une table quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Donc je vais mettre que les tables, le domaine du microservice. Alors forcément, c'est ce qu'on appelle la base de lecture. Alors autrement dit, donc vous allez avoir quelque chose comme ça, regardez bien. Donc, CQRS consiste à séparer la partie lecture de la partie écriture. C'est-à-dire que la partie écriture, c'est la partie qui va consister à traiter quoi? Regardez, les commandes. Alors quand il y a une commande qui arrive, ça va passer par d'abord un contrôleur. N'est-ce pas? Le contrôleur, on va l'appeler commande REST API. Donc, le contrôleur, REST contrôleur, il traite quoi? Il traite que les commandes. Normalement, les commandes, c'est que les requêtes de type post, put et delete. C'est-à-dire que tout ce qui est select, ça ne passe pas par ce contrôleur. Donc, ça veut dire dans votre application, si vous utilisez CQRS, vous allez avoir combien de contrôleurs? 2. Un contrôleur pour les commandes et un contrôleur pour les queries, c'est-à-dire tout ce qui est la recherche, la lecture. Donc, alors maintenant, si vous avez une commande qui arrive, il arrive vers commande REST API, ben cette commande, on va la publier dans un bus de commandes. Alors, vous savez, la notion de bus, c'est toujours parce qu'après, dans ce genre d'application, tout se fait de manière asynchrone. C'est-à-dire, une fois que j'ai une commande, je la publie dans un bus, il va être reçu par la fonction de décision. Alors, la fonction de décision, c'est ce qu'on appelle command handler. Donc, quand vous entendez par exemple la command handler, ça veut dire quoi? C'est un objet qui fait un subscribe vers le bus de commande. C'est-à-dire, dès qu'il y a une commande qui arrive, il va arriver vers command handler. Si vous entendez event handler, ça veut dire c'est un service, c'est un consumer, c'est-à-dire c'est un service qui fait un subscribe vers un bus. Dès qu'il y a un événement qui arrive, on va le traiter. Donc la commande arrive vers command handler. Et bien cette commande, maintenant, on a besoin de la traiter. Et pour la traiter, il nous faut une fonction de décision. Et bien la fonction de décision se trouve dans une classe qu'on va créer à part, c'est ce qu'on appelle l'aggregate, l'agrégat. Alors en fait, l'agrégat, c'est quoi? C'est le service qui va se charger d'exécuter la logique métier. Et donc, pour exécuter la logique métier, ben dans l'agrégat, on doit trouver l'état actuel de l'application. Par exemple, pour créditer un compte, donc ici, dans l'agrégat, je dois vérifier le solde, n'est-ce pas? Mais où se trouve le solde? Et bien, dans l'agrégat, je dois trouver le solde actuel. Donc, le solde actuel, il est dans l'agrégat. Donc, je peux vérifier si le montant de l'opération est, par exemple, inférieur au solde actuel. Ben, je vais faire l'opération. Donc, vous voyez, donc l'agrégat, c'est quoi? C'est, en quelque sorte, c'est un service qui va représenter la fonction de décision. Et cette fonction de décision, forcément, pour qu'elle puisse s'exécuter, ben, il a besoin de l'état de l'application, n'est-ce pas? Alors, quand il y a un événement, quand il y a une commande qui arrive, quand on vous demande de faire quelque chose, il y a quelqu'un qui vous appelle je veux que tu me fais ça, n'est-ce pas? Ben, quand il y a quelqu'un qui vous demande je veux que tu me fasses ça, par exemple,
eh ben, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, tout simplement, est-ce que vous allez automatiquement la faire? Non, vous allez vérifier d'abord votre état. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous n'avez pas mal à la tête, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi? En fait, l'agrégat, c'est vous. L'agrégat, c'est-à-dire, c'est l'objet dans lequel j'ai mon état. Je trouve mon état actuel. Et comme j'ai l'état dans lequel je suis, je peux vérifier est-ce que les conditions sont satisfaites. Si les conditions sont satisfaites, donc automatiquement, donc je vais émettre un événement. Et cet événement, il va vers Event Store. Vous voyez donc une commande. Les informations qui proviennent d'une commande, ils sont finalement enregistrés où? Dans une base de données qui s'appelle Event Store. C'est-à-dire, si vous enregistrez un client, vous allez avoir ici vous enregistrez un événement, par exemple, customer, par exemple, added event. Si vous avez ajouté un compte, vous allez avoir dans la même table. Vous voyez donc, si la même table, je vais avoir l'événement customer, new customer added, par exemple, event, et après j'ajoute un compte, account added event, n'est-ce pas? Dans la même table. Donc rappelez-vous, donc chaque événement, c'est une ligne dans la table. Ok? Donc finalement, il est où la base d'écriture? C'est Event Store. Donc finalement, quand vous utilisez CQRS, c'est que vous utilisez un Event Store comme l'endroit où vous allez enregistrer tous les événements qui consistent à changer l'état de l'application. Donc en quelque sorte, on y fait l'Event Sourcing, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, CQRS, donc il va exploiter le Event Sourcing. Parce que déjà, l'idée, c'est quoi? C'est enregistrer toutes les opérations qui se sont produites dans l'application dans Event Store. Elle est là. Mais maintenant, je vais insérer l'événement dans Event Store, mais cet événement-là, on va le publier dans un bus. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie lecture. Vous savez, la partie lecture de votre service, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer un Event Handler. OK? Event Handler. Au Event Handler, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un subscribe vers le bus. Dès qu'il y a l'événement qui arrive, ben le Event Handler, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre cet événement. Voilà que vous avez ici un événement. Par exemple, Account Debited Event. Il est là. Ou Account Debited Event, il arrive là. Pourquoi? Parce qu'il a été publié dans le bus d'événements. Et qu'est-ce qu'il va faire la partie lecture? La partie lecture, c'est tout simplement, c'est un event handler, c'est un consumer. Il va prendre l'événement, et quand il prend l'événement, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va le projeter dans sa base de lecture. C'est-à-dire, donc ici, c'est un événement, mais ici, les données de l'événement, je vais l'enregistrer dans la table, par exemple, Operations. J'ai une opération de type DB, que je vais enregistrer avec quel montant, avec telle date, etc. Donc, toutes les informations des événements, je vais les prendre et je vais les projeter dans la base de lecture. Donc, finalement, quand il y a une sollicitation externe, une commande, la commande, elle est traitée. Une fois que les règles métiers sont satisfaites, donc automatiquement, il y a un événement qui est créé. Cet événement, il arrive vers la base d'écriture, c'est Event Store. Mais cet événement-là, il est publié dans un Event Bus. Et comme il est publié dans un Event Bus, il arrive vers la partie lecture qui va le projeter dans la base de données. Donc finalement, vous avez combien de bases de données? Deux bases. Vous avez la base d'écriture et vous avez la base de lecture. Alors maintenant, supposons je veux rechercher des comptes, etc. Regardez ce que je vais faire. Je vais avoir dans mon application un query REST API. C'est-à-dire un autre contrôleur. Mais dans ce contrôleur-là, il n'y aura que les méthodes de type get. C'est-à-dire tout ce qui est la lecture. Alors, quand il y a une requête, eh ben, la requête, elle va être envoyée dans un bus. Il arrive vers un query handler. Eh ben, le query handler, il va recevoir la requête. Il va utiliser le repository. Il va vers la base de données. Il fait des selects ici. On récupère des données. Et ces données, on va les envoyer vers le front-end. Alors, vous voyez donc ici, qu'est-ce qu'on vient de faire? Ben, on vient de diviser
l'application en deux parties complètement indépendantes. La base, plutôt la partie écriture et la partie lecture. C'est comme si je vous demande, vous avez un microservice que vous allez diviser en deux microservices. Un microservice, je vais le diviser encore en deux microservices. Un microservice uniquement pour les opérations d'écriture et un microservice pour les opérations de lecture. Bien sûr, on peut implémenter tout ça dans le même microservice, mais techniquement parlant, on peut complètement les séparer. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer dans EventStore, la partie lecture va recevoir la donnée. Parce que c'est synchronisé. Donc, vous voyez, donc, grâce à ce bus d'événements, on va synchroniser les données. C'est clair? Alors, pourquoi on fait toute cette histoire? Eh bien, on fait toute cette histoire-là. Je nomme les avantages. Le premier, d'abord, c'est on peut agréger facilement les données dans plusieurs microservices. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, quand il y a un événement qui est inséré dans EventStore, bah, tous les microservices vont faire un subscribe vers le bus d'événements. Ils vont recevoir les événements et les microservices vont prendre les données, ils vont les enregistrer dans leur propre base de données. Alors, supposons maintenant, rappelez-vous par exemple pour l'exemple qu'on avait fait. L'exemple qu'on avait fait, vous avez Customer Service, vous avez Inventory Service, les Product Service, et vous avez Order Service, n'est-ce pas? Le problème qu'on avait, c'était ça, si vous vous rappelez. Rappelez quand on veut afficher une facture, quand on veut consulter une facture, qu'est-ce qu'il fait Order Service? Ben, il va contacter Customer Service pour récupérer les informations sur Customer. Il va contacter Product Service pour récupérer les informations sur Product, n'est-ce pas? Ben maintenant, on n'a plus besoin. Pourquoi? Parce que on n'a plus besoin de ça. Pourquoi? Parce que eh bien, le service Order Service, lui, il fait un subscribe vers EventBus, n'est-ce pas? Il sait très bien, dès qu'il y a un client qui vient d'être ajouté ou bien modifié, il reçoit l'événement. Et quand il reçoit l'événement, il va enregistrer les informations ici dans la table Customers. Ça veut dire dans Order Service, je vais avoir la table Customers, mais dans laquelle je vais enregistrer que les informations dont j'ai besoin pour générer une commande. Mais ce n'est pas ce service-là qui va gérer les customers. Qu'est-ce qui va les gérer? C'est Customer Service. Ça veut dire finalement, vous avez des données qui sont dupliquées. C'est-à-dire, ce microservice, il va projeter l'événement dans sa propre base de données. Dès qu'il y a un customer qui arrive, on va l'enregistrer ici. Et comme ça provient d'un événement, il va arriver également dans Order Service. Donc, Order Service, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'ajouter également. Donc, finalement, si je veux vous donner une facture, je n'ai plus besoin de contacter Customer Service parce que j'ai tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, dans ce cas-là, je vais découpler complètement les microservices. C'est-à-dire, vous avez un microservice qui devient complètement indépendant des autres. Bon. C'est pas toujours évident, je sais, mais vous allez voir à travers un exemple d'application, vous allez vraiment comprendre le principe. Donc, quels sont maintenant les avantages? Alors, les avantages, c'est ça. D'abord, c'est qu'on peut facilement agréger les données de plusieurs microservices. Agréger les données de plusieurs microservices. Vous savez, si vous créez une architecture microservice et si vous dites aux gens, je vais utiliser beaucoup de bases de données, ben, la première question qu'ils vont vous poser, beaucoup de bases de données, mais où se trouvent mes données? Je n'ai pas besoin de... Oui, chaque microservice a besoin de sa propre base de données parce qu'il a besoin d'être scalable, indépendant, etc. Ça, c'est pour des raisons de performance, c'est des raisons techniques. Mais après, on va vous demander l'équipe data. L'équipe data, ils vont vous dire, donnez-nous une base de données dans laquelle on va trouver toutes les tables. Parce qu'ils ne veulent rien savoir. Vous leur dites plusieurs bases de données, non, ça ne marche pas.
Mais ici, le problème il est réglé. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement créer un service. Vous allez créer un service que vous allez appeler par exemple Data Analytics Service ou la Data Service, n'est-ce pas? Qui va faire un subscribe sur tous les événements. Il attend un événement qui est, il le reçoit, n'est-ce pas? Dès que j'ajoute un client, je l'ajoute dans ma base de données. Dès que j'ajoute un produit, je l'ajoute dans la table de produits. C'est-à-dire que ce service-là, lui, toutes les données qui arrivent vers le système, tous les microservices, il va les recevoir. Et quand il les reçoit, finalement, il va me reconstruire une seule base de données relationnelle, ou là, ce que vous voulez, ou la Excel, ou là, ça dépend de ce que les gens demandent. Donc l'essentiel, c'est que toutes les données dont, par exemple, l'équipe data a besoin, ben, je vais leur faire une projection. Il y a agrégé, c'est-à-dire je vais prendre beaucoup de données de plusieurs microservices et je vais les agréger, je vais les centraliser dans une seule base de données. C'est clair? Ça, c'est pas le Query Data Store. Non? Ils jouent même notion que le Query Data Store. Qui est le query? Cette base de données, c'est l'équivalent de Query Data Store. Il y a la base de lecture. Le query data store, il y a la base de lecture. C'est-à-dire, alors on est dans la logique CQRS, c'est-à-dire la base d'écriture, la source de vérité. Alors, si tu veux la source de vérité, c'est quoi? La chose la plus importante dans tout ça, c'est la source des vérités, c'est ça. C'est parce que tout ce qui s'est passé dans mon système, il est ici. Alors maintenant, ce qui se passe dans la mine d'or, c'est l'event store. Mais après cette mine d'or, moi je vais la mettre dans une base de données relationnelle, ou la Excel, ou la etc. Tout ça, ça revient quoi? À créer de event handlers, faire un subscribe, rejouer les événements, et après je les projette. Donc c'est à peu près l'idée principale. Alors, d'autres avantages, c'est la scalabilité. Alors, il y a quelque chose peut-être dont je n'ai jamais parlé. Il faut noter une chose, c'est que généralement, vous savez que par expérience, dans toutes les opérations qui arrivent vers une application, il y a 90% des opérations, c'est des opérations de lecture. Il y a combien d'opérations d'écriture? C'est 10%. C'est-à-dire, si vous regardez n'importe quelle application, par exemple, vous regardez Facebook. Facebook, combien d'opérations d'écriture qu'elle reçoit? Et si vous regardez le nombre d'opérations de lecture, ben vous serez dans cette logique. Généralement, dans un système, vous avez 90% d'exploitation, c'est-à-dire la lecture, et vous avez 10% des opérations de type insert, update, delete. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on fait des insert, update, delete, mais par contre, les select, on les fait tout le temps. Parce qu'à chaque fois, il y a un utilisateur, il veut consulter, etc. N'est-ce pas? Donc, maintenant, si vous travaillez avec CQRS, vous avez la partie écriture et la partie lecture sont séparées. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut carrément les mettre dans des microservices indépendants. La partie écriture dans un microservice et la partie lecture dans un microservice. Et donc, s'il y a un problème de montée en charge, la charge, elle est sur quelle partie? C'est la partie lecture. Donc, la partie lecture, je vais créer 10 instances. Mais la partie écriture, est-ce que j'ai besoin de 10 instances? Non. Je vais créer que 4 instances. Vous voyez donc la scalabilité entre la partie lecture et la partie écriture n'est pas la même. Mais si vous mettez le microservice, vous les mettez dans une seule partie, ça veut dire que quand il y a un problème de montée en charge, je suis obligé de scaler tout le microservice. Et là, ça peut être très utile. Donc, en termes de performance, c'est mieux que... On sait que les microservices sont scalables, mais si encore vous les séparez en partie écriture et la partie lecture, c'est encore beaucoup mieux. En termes de performance, vous allez scaler la partie lecture indépendamment de la partie écriture. Autre chose, c'est la liberté de choisir donc des systèmes de gestion de bases de données pour l'écriture et pour la lecture.
Donc, c'est-à-dire pour l'écriture, on a intérêt à utiliser un SGBD qui est très rapide dans l'écriture. Alors, si vous comparez Postgres, Oracle, MySQL, vous les comparez. Et quand vous regardez la vitesse d'écriture et la vitesse de lecture de chaque SGBD, ils sont différents. Il y a des SGBD qui sont très performants pour l'écriture et qui sont moins performants pour la lecture. Donc maintenant, si vous utilisez CQRS, ça veut dire que pour l'écriture, j'ai intérêt à utiliser, pour EventStore, j'ai intérêt à utiliser une base de données qui est plus rapide pour l'écriture. Et forcément, vous pouvez utiliser un simple fichier, n'est-ce pas? Un simple fichier peut faire l'affaire, parce que l'écriture, les fichiers texte, vous savez, les logs, généralement, vous pouvez utiliser une base de données Postgres, c'est très réputé, parce que dans la majorité des ils sont utilisés. Encore, vous utilisez un topic Kafka. Si vous travaillez avec Kafka, donc c'est un topic, et topic Kafka, où est-ce qu'il enregistre? C'est un fichier là où il met les événements. Donc, c'est-à-dire que la partie écriture, on peut utiliser une base de données qui est très rapide pour l'écriture, mais la partie lecture, maintenant, c'est à moi de dire, pour la lecture, ça dépend. Si je veux créer un moteur de recherche, je vais utiliser Elasticsearch. J'ai un truc, le chemin optimal, etc. Je vais utiliser une base de données graph, etc. Donc, je peux utiliser une base de données relationnelle. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas obligé d'utiliser, parce que quand vous dites je vais utiliser par exemple MySQL, parce que vous êtes obligé pour la partie lecture, la partie écriture, vous utilisez le même système de gestion de base de données. Donc forcément, c'est-à-dire vous avez un SGBD qui est très bon en écriture, mais il est mauvais en lecture. Mais quand vous regardez un autre, vous allez trouver, vous dites, voilà, du moment que vous avez plus d'opérations de lecture que d'écriture, je préfère plutôt utiliser ce SGBD. Donc ça, c'est un avantage. Alors par exemple, Postgres pour EventStore, MySQL pour la lecture, Elasticsearch pour le moteur de recherche, etc. Alors, d'autres choses, c'est faciliter la séparation des aspects de lecture et d'écriture. Généralement, la partie écriture, en termes de sécurité, vous savez, la partie écriture, c'est la plus dangereuse. Parce que, c'est-à-dire la manière de sécuriser la partie écriture n'est pas forcément la même manière avec laquelle on va sécuriser la partie lecture. Parce que qui est la plus dangereuse? On est dans une banque. Les opérations les plus dangereuses, c'est celles qui modifient la base de données. Mais les opérations juste pour consulter, à la rigueur, il n'y a pas beaucoup de risques. Donc, c'est-à-dire que quand on va les séparer, on n'est pas obligé d'utiliser les mêmes précautions de sécurité pour la partie écriture que celle de la lecture. Et ça, c'est important. Alors, donc... voilà, séparer les modèles de lecture et d'écriture. Donc, je pense... Alors, maintenant, ça, c'est les avantages. C'est des définitions, c'est des concepts de base des deux patterns, Event Sourcing et CQRS. Alors, maintenant, il y a des challenges. Parce que les challenges, il y a quelques inconvénients. C'est que parfois, on peut augmenter la complexité du système. C'est-à-dire, quand vous séparez chaque microservice en deux microservices encore, en deux parties, donc forcément, vous allez agrandir, c'est-à-dire la complexité du système. La duplication du code. C'est-à-dire, quand vous travaillez avec CQRS, vous allez voir, il y a parfois un code que vous trouvez, un code que vous avez écrit dans un microservice que vous allez retrouver dans un autre microservice. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des codes qui traitent le même type d'événement. C'est à peu près, même s'ils sont séparés, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Mais bien sûr, si vous utilisez les design patterns, vous pouvez toujours trouver des solutions. Et c'est ce que vous avez dit, effectivement, c'est ça. C'est la consistance des données et les transactions distribuées. C'est-à-dire, quand vous êtes dans des systèmes comme ça, le problème qui va arriver quand vous avez, par exemple, quand vous avez des transactions distribuées, c'est-à-dire, quoi des transactions distribuées? C'est que parfois, vous avez plusieurs microservices. On va déclencher une opération. On va commencer par un microservice. Il va vérifier des choses.
Et si ces conditions métiers sont vérifiées, il va émettre un événement. Cet événement, il va arriver vers un autre microservice. Lui-même, il va émettre une commande qui va arriver vers un autre microservice, qui va encore vérifier est-ce qu'il y a des règles métiers qui sont... C'est-à-dire que j'ai déjà fait Begin Transaction chez moi, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas fait commit. Pourquoi? Parce que la transaction, je vais faire des choses, mais il y a un autre microservice qui doit encore vérifier d'autres choses. Une fois qu'il termine la vérification, il y a un autre microservice qui va... Donc, c'est-à-dire il y a beaucoup de règles métiers qui sont distribuées. Mais une fois que le dernier, par exemple, arrive à traiter, c'est-à-dire ces règles métiers sont satisfaites, c'est à ce moment-là qu'on va faire commit. Et c'est à ce moment-là que la modification va se faire chez moi, chez toi, chez lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle les transactions distribuées. Donc, vous voyez, donc, normalement, c'est un problème très compliqué. Mais pour régler les problèmes des transactions distribuées, il y a un design pattern qui est connu qui s'appelle Saga. Donc, c'est-à-dire, il y a des solutions. Quand vous allez travailler avec le framework Axon Framework, vous allez voir, il y a des annotations. Parce que c'est ça l'avantage des frameworks. Après, vous allez voir, Event Handler, c'est l'annotation Event Handler. Command Handler, c'est l'annotation command. Donc, tout ce que vous voyez, les termes techniques, ça devient des annotations. C'est-à-dire, en termes de développement, ça vous facilite beaucoup le travail. Et après, vous avez, par exemple, les transactions distribuées, vous avez Saga. Pour la consistance des données, il y a des solutions qui sont utilisées pour régler le problème de consistance de données. Donc, ça veut dire, si vous utilisez des frameworks, c'est ça. Est-ce que vous voulez faire de CQRS Event Sourcing? Si vous utilisez un framework, c'est plus simple à développer. Si vous n'utilisez pas de framework, ben vous devrez avoir beaucoup d'expérience, c'est-à-dire pour ne pas tomber dans des problèmes de ce type-là, des transactions distribuées, de consistance, etc. Thomas, c'est ce qu'on appelle les algorithmes de consensus distribué. Le consensus, ça c'est autre chose, il est utilisé dans la blockchain. Mais c'est un peu différent, mais c'est presque... Le consensus distribué, il est utilisé dans la blockchain parce qu'en fait, c'est un algorithme qui va permettre à plusieurs mineurs de négocier, etc. C'est de la négociation, mais ça, c'est pas ça. Ça fait partie, c'est-à-dire parce que... Mais c'est plutôt, vous êtes dans la négociation et non pas des transactions. C'est-à-dire, on doit se mettre d'accord, c'est ça le consensus distribué. On va se mettre d'accord, c'est qui va faire. Parce que la blockchain, les mineurs, à un moment donné, ils vont chercher, c'est-à-dire la solution à un problème. Et le premier qui va trouver, c'est lui qui va miner, c'est lui qui va enregistrer le bloc, etc. Donc, forcément, une fois qu'il l'enregistre, les autres doivent l'enregistrer. Effectivement, la blockchain, c'est pour implémenter la blockchain, la meilleure façon, c'est d'utiliser ce modèle. Il y a une année, d'ailleurs, on a fait un projet c'est-à-dire l'utilisation de ça, mais en implémentant une architecture blockchain. C'est vraiment un très, très bon exemple. C'est une très bonne architecture pour ce genre de problème. Donc voilà, donc maintenant il reste la démonstration. Alors c'est pas pour aujourd'hui. Donc
Donc aujourd'hui, on va se limiter sur les concepts de base. Vraiment, comme ça, on sépare un peu les choses. Alors sur Classroom, vous allez trouver donc déjà la démo pour ceux qui veulent voir comment implémenter ça. Mais en principe, c'est l'objet de la prochaine séance. Donc la semaine prochaine, on essaiera de planifier peut-être une séance le soir. Comme ça, je vous fais la démonstration pour vous montrer comment créer un exemple d'application qui implémente Event Sourcing et CQRS. Et vous allez voir avec bien sûr le Spring et Axon Framework. Et une fois que vous faites l'exemple, vous allez sortir avec vraiment une conviction. C'est que finalement, c'est la meilleure façon pour développer les applications. C'est-à-dire en termes d'architecte logiciel. Parce que quand vous parlez ça, vous ne parlez plus de l'ingénierie logicielle, vous êtes en train de parler d'architecture logicielle. Donc, ce qui fait l'architecture, la meilleure architecture qu'on peut utiliser pour développer les applications, c'est ça. Mais faites attention, ce n'est pas parce que c'est la meilleure architecture que toutes les entreprises, là où vous allez trouver, ils vont vous dire non. C'est généralement quand vous, peut-être, si vous travaillez dans des grosses boîtes à l'étranger, des gros groupes, des projets avec des gros budgets, généralement, ça c'est très concis. Mais quand vous êtes dans des projets qui ne sont pas très grands, souvent, vous pouvez utiliser les architectures microservices que vous connaissez avec REST, avec OpenFINE, c'est très courant. Ou parfois revenir à l'architecture monolithique. Donc c'est-à-dire ne mettez pas dans votre tête c'est pas parce que cette architecture-là c'est l'idéal pour développer les applications, pour vous c'est un atout, parce que quand vous allez faire des entretiens, quand vous êtes dans des conférences, le fait de comprendre comment ça marche les patterns, etc. Croyez-moi que vraiment vous allez élever votre niveau d'architecture. Et c'est que vous serez bien situé pour poser des bonnes questions, pour faire les bons choix. Et tout est argumenté. Donc si vous faites l'activité pratique, vous allez en fait voir que ça va vous donner une idée assez claire sur ce qu'on vient de voir. C'est pas compliqué, vraiment c'est pas compliqué. Mais comme je disais, c'est pas compliqué, mais vous allez remarquer quand même que c'est des patterns. Bon, c'est des patterns, c'est-à-dire ils vont vous obliger de suivre des démarches. Alors, donc l'exemple on va en parler après. Il y a en fait par exemple les événements, les commandes. Voilà, il faut créer par exemple create account command, debit account command. Vous voyez, donc toutes les commandes qui se produisent, ça devient des classes que vous allez créer. Les événements, tous les événements qui sont produits, vous allez encore créer des événements, les différents types d'événements que vous allez utiliser. Vous allez implémenter exactement les concepts dont je vous ai parlé. Ici, donc, les événements account created. Vous voyez, donc, ça, c'est les commandes. Create account command. Je n'ai create account command. C'est la commande qui consiste de créer un nouveau compte. C'est la requête HTTP avec la méthode POST. Quand il y a une requête HTTP avec la méthode POST qui arrive pour demander de créer un compte, je vais créer un objet create account command que je vais publier dans le bus de commande qui va être traité, etc. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Debit account command, c'est la commande qui permet de débiter un compte, créditer un compte. Et après les événements, vous voyez donc les événements, ils sont écrits dans le passé. Account created event. Quand cette commande est exécutée correctement et que les règles sont satisfaites, ça émet un événement de quel type? Account created event, account activated event, account debited event, account credited event, etc. Et du coup, donc, la première des choses qu'on fait quand on est dans cette logique-là, c'est qu'on crée d'abord les commandes, créer les événements.
La création des commandes, des événements, ça fait partie d'un modèle de conception qui s'appelle Domain Driven Design, DDD. Parce que donc, vous m'avez toujours souvent posé cette question, quand vous avez un grand domaine métier, comment on va découper en des sous-domaines pour que chaque sous-domaine, ça devient un micro-service. Donc, il y a toute en fait, une démarche basée sur le domaine de Driven Design. Et donc, les experts métiers, un banquier, quand vous lui parlez de ça, il va comprendre. Donc, la première des choses, c'est que vous allez y mettre toutes les commandes, tous les événements qui se produisent dans le système, il faut qu'ils soient créés. Donc, c'est la première des choses. Mais après, pour le reste, vous allez voir, c'est des opérations qui deviennent simples. Bon, vous allez trouver des annotations que vous allez retrouver, aggregate, des trucs. Quand j'ai parlé, rappelez-vous, donc vous avez event handler, event sourcing handler, command handler, etc. Donc, vous voyez, avec le framework Axon, vous avez des commandes, plutôt des annotations que vous allez utiliser. Et ça permet donc de faire facilement les choses. Bon, alors j'ai déjà la démo, une démo de l'année dernière, je pense. Donc vous allez la retrouver sur Classroom. Donc si vous avez un peu de temps, vous regardez comment travailler avec. Mais la prochaine séance, je vais faire la démo. Donc je vais vous faire la démo et ça serait l'occasion de revenir sur peut-être les concepts parce que je sais que c'est pas évident de retenir tout parce que c'est des concepts qui sont quand même qui sont nombreux. Voilà, je pense que mes batteries sont épuisées. Donc aujourd'hui on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc ça suffit. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de vous revoir. Ça fait longtemps parce que chaque fois il y a des événements. Je vais prendre une photo toujours de la séparation entre commandes et query, c'est un peu comme dans GraphQL, les query et mutation. C'est à peu près ça. Le GraphQL, c'est que le même contrôleur, il traite exactement. Par exemple, un GraphQL API, c'est que tu vas le diviser en deux. Donc, un contrôleur dans lequel tu mets que des queries, et l'autre, c'est mutation. Tout à fait. Il a dit GraphQL, il a dit le reste, que dire un contrôleur fait les get, ou un contrôleur fait les posts, les put et les delete. Voilà, that's all. Est-ce que je me rappelle de... Je connais ce mien Hamza. Oussama. غنام علاش من غنامي ولا كيفاش الغنامي الغنامي ماشي من لالي لا غنامي حتى بحال سمعت باللالي غنامي بلادن بلادن Oussama الغنامي bon je me rappelle mademoiselle خولة سلمى بحري أسماء منافي حفصة oui je me rappelle Youssouf mais le reste je sais pas Hamidou ok mais Romain oui Vlaali Benaïs oui je me rappelle oui Hamza je me rappelle oui je me rappelle parce que tu m'as demandé 50 fois la convention de الفقيه فقيه voilà donc je vais pas vous retenir donc je vais quand même prendre une photo parce que peut-être ça serait la dernière photo en présentiel en attendant la prochaine
Voilà. Donc là, elle est bon. Alors pour les autres, non, on a terminé. Et vous, ça dépend de vous, ce que vous faites. Donc tout va bien, pas de souci. Voilà, donc si tout va bien, donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de remplir avec le formulaire que je vous ai. Pour les gens qui n'ont pas rempli, j'ai laissé un formulaire parce qu'il faut qu'on élabore واحد trombinoscope ديال la promotion. Alors, je vous ai laissé un lien, il faut remplir avec votre photo, etc. Monsieur, concernant la convention de stage, خاصنا نعاودو باش فيها l'entreprise خاصنا نعاودو نديبوزيوها هنا في السيت. Alors, la convention de stage, c'est une copie, ça fait. C'est une copie de la convention de stage, ça fait. Une fois qu'elle est signée, vous la scannez, vous l'envoyez, c'est tout. Alors, pour les sujets de PFE, pour ceux qui ne vont pas faire le stage, alors je vous le dis dès maintenant, vous commencez à penser à un sujet. Vous pouvez travailler avec. Je vous recommande de travailler en groupe, parce que vous êtes déjà. Si vous pouvez travailler seul, bon, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez travailler à 2 ou à 3, fixez un projet. Après, on va vous laisser le formulaire que vous allez remplir. Et comme ça, on va faire une validation. Les critères, c'est très simple. Les critères, c'est que on cherche ici de mettre plus en valeur ce que vous avez appris le master. Par exemple, s'il s'agit d'un sujet de développement, par exemple, d'ingénierie logicielle, ça serait beaucoup mieux d'aller vers des architectures microservices avec une sécurité, etc., etc. Parce que ça, vous mettez en valeur votre travail. Alors, ne regardez pas le produit final. Regardez, c'est-à-dire le jour où vous allez soutenir, par exemple, votre PFE, c'est que vous allez élever votre niveau d'architecture. Par exemple, même si parfois, même si vous n'avez pas terminé toutes les fonctionnalités, parce que à la fin, le plus important, ce n'est pas oui, j'ai fait ça, tout marche bien, etc. C'est pas ça. Hein. Parce que j'ai un problème, j'ai une conception, j'ai une architecture. Donc, mettez en valeur votre travail. Donc, si c'est un problème de data science, donc vous pouvez faire une approche de data science classique, mais je vous recommande de l'associer avec quelque chose, une application mobile ou là, des choses comme ça. Si vous avez créé un modèle, vous l'avez déployé, ça serait bien d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire c'est comme ça que vous pouvez mettre en valeur parce que vous faites de l'ingénierie informatique. J'ai un modèle, je l'ai entraîné, ben je crée une REST API, je le déploie, j'ai un front-end avec, etc. Et j'essaie d'exploiter le modèle. Donc, c'est-à-dire vous associez la partie intelligence artificielle, mais également la partie de l'IA. Et quand vous allez à la fin déployer, vous utilisez Docker, vous utilisez... C'est-à-dire, il faut aller jusqu'à la partie des DevOps. Donc, si vous allez comme ça, croyez-moi que à la fin, vous serez fier de ce que vous avez fait. Bon, si vous voulez faire le service minimum, je veux faire quelque chose, et après, bon, tout le monde va finir par se tenir, tout le monde va vous applaudir, et pas de problème. Mais c'est pas notre objectif, c'est le PFE, ça fait partie de votre formation. Alors, si vous voyez que vous pouvez, par exemple, utiliser Event Sourcing, c'est pour vous l'occasion de monter en compétence, allez-y. Regardez, j'ai peut-être qui vous pousse. Si vous faites l'IA, il faut utiliser l'IA générative. Vous avez les chatbots maintenant, c'est des choses, on a déjà vu une partie l'année dernière. Ça évolue, donc il y a beaucoup de... si c'est en DevOps, c'est l'infra, donc ça marche également. Donc, c'est-à-dire, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire un PFE, le domaine de l'ingénierie logicielle, vous pouvez le faire purement infra, DevOps, Cloud Computing, etc. Et vous pouvez faire data science, et vous pouvez faire le data d'une manière générale. Donc, ce qui fait, vous avez le choix de fixer tout ça. Mais après, dans le même projet, on en a vu des projets très, très, très intéressants. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ingénierie,
il y a la partie de l'IA qui rentre quelque part, il y a la partie data qui est exploitée, il y a du data analysis, c'est-à-dire tout ça, normalement, si vous pouvez travailler sur ça, c'est bien. Alors maintenant, si vous êtes dans un stage, ce n'est pas le cas parce que le stage, il vous oblige de vous focaliser sur quelque chose de bien précis. Mais Thomas, il est quand le projet, c'est bien que vous soyez ambitieux. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, c'est l'occasion de... Voilà, vous voyez, donc l'année se termine. Hein. Je sais que c'est un master qui est trop chargé, mais ça vous permet d'apprendre beaucoup de choses. Il y a des choses que vous avez entre les mains, il y a des choses qui sont fragiles, etc. Alors maintenant, dans votre projet de fin d'études, voilà, moi maintenant je me sens comme ça. Là où vous vous sentez bien, allez-y. Donc là, n'oubliez pas aussi les autres choses parce qu'aujourd'hui, tout est lié. L'intelligence artificielle, l'ingénierie logicielle, l'IA générative et tout ça, ma presse c'est pareil, vraiment honnêtement. C'est quelqu'un qui fait de l'IA, il doit savoir comment déployer, développer, mettre en œuvre, parce que sinon, vous allez faire des choses. Vous savez, عيد الكبير كيخصك الجزار اللي يذبح نسبة وكانت واحد السيده ما لقاش الجزار فريمون ما كتسنى ما جاش il attendait toute la journée donc tellement ça fait تعصبات هي قالت له انا علاش تسنى هاد الجزار نذبح دونك هي il a lancé le processus ذبحات وبقات تخدم في الاخر جات la dernière partie qui est la plus délicate وهذه دابا anecdote. Donc, comme il ne sait pas le faire, il l'a vendu à moitié. C'est-à-dire quoi? Il a fait la chose la plus difficile. Mais et quand on arrive à la finition, la dernière étape, et parfois, vous avez fait le plus difficile, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste juste un peu d'expertise des trucs, et vous allez mettre beaucoup en valeur votre travail. Donc, si vous faites l'IA, vous avez un modèle, vous savez, et si vous ne mettez pas une REST API, vous ne l'avez pas déployé, vous n'avez pas un front-end, etc., ben c'est que vous allez donner votre modèle à quelqu'un qui va faire ça. Tu as fait le modèle, mais finalement, l'application est haut, c'est les autres qui vont gagner de l'argent, c'est pas toi. Donc, vous voyez, donc, c'est-à-dire, maintenant, la formation, elle est comme ça. Vous savez la data, vous avez des compétences DevOps, vous avez des compétences de l'ingénierie, la partie de l'IA. Donc, toutes ces compétences-là, c'est des outils. Alors maintenant, bon, dans votre spécialité, bon, c'est à vous de voir là où vous vous sentez. Mais n'oubliez pas que c'est des armes que vous avez dans vos poches. Il faut les exploiter dans le bon sens. Voilà. Et voilà. La prochaine fois, on continue à discuter. Alors, bon courage. Bon courage pour les autres. Merci beaucoup, monsieur. Allez, bislama. Au revoir. Bislama.